Les Jeux Olympiques de Pékin, ça commence vendredi, mais la compétition a déjà débuté. Qui parmi les puissances internationales boycottera ou pas la grand-messe sportive chinoise? Les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Canada, la Grande-Bretagne et maintenant la Suisse aussi ont déjà décidé que leurs représentants officiels, pas leurs sportifs, resteront sagement chez eux. Mais pourquoi tant de haine, me direz-vous? Alors il y a la raison officielle, le génocide dénoncé des Ouïghours et la défense des droits de l'homme. Et la cause moins officielle, peut-être, le fait que la Chine soit en passe de devenir la première puissance militaire et économique au monde, si ce n'est déjà fait. Et ça, ça commence à paniquer sérieusement dans les chaumières, du moins de certains gouvernements, parce que pour nous tous, les gens, franchement, la Chine, ça reste vachement loin. Mais est-ce qu'on a tort de ne pas se méfier assez? Et qu'est-ce que veut réellement l'Empire du Milieu, devenir le centre du monde, notre futur maître à tous? Et après tout, pourquoi pas? Qu'aurions-nous finalement à y perdre et à y gagner? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission notre grand maître de l'humour, lui, Alexandre Kominek. Bienvenue à vous toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Xiao Chu, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, vous êtes une ancienne journaliste et présentatrice de CCTV, la chaîne de télévision et de radio officielle chinoise. Vous êtes en ce moment chercheuse associée à l'Institut Confucius à Genève pour y faire votre thèse sur la nourriture et le développement durable. Et vous serez ce soir notre voix XX, mais aussi IE vers ce grand pays, la Chine, qu'on ne connaît finalement pas très bien. Même si, disons-le clairement, vous ne pourrez pas répondre de tout et surtout ce soir, et c'est OK pour nous. Les grosses questions qui fâchent, on les posera à Philippe Meunier qui est à vos côtés et que je présenterai dans quelques instants. Mais pour en revenir aux Jeux Olympiques, comment est-ce que vous prenez ce boycott des puissances étrangères et peut-être tout court, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces Jeux Olympiques de Pékin? Si je peux d'abord parler de ce boycott, soi-disant boycott, je crois qu'il faudra d'abord clarifier que pour la Suisse, ce n'est pas un genre de boycott, je crois. Oui, alors on en discutera avec Philippe. Oui, parce que j'ai lu ça aussi sur le site Internet de la Suisse en disant qu'on ne va pas aller en Chine parce que maintenant, la situation de Covid en Suisse est tellement tenue. Donc, c'est plutôt à cause de la pandémie. Donc, je ne crois pas que ça, c'est une excuse. Alors ça, c'est à la Suisse. On n'y va pas, mais c'est la pandémie, on reste très, très prudent. Donc, je crois que la Suisse est quand même sincère. Je ne vais pas dire que la Suisse a fait quelque chose de faux pour dire qu'on ne va pas aller en sorte d'une façon de boycotter, mais c'est justement vraiment à cause de la pandémie. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Mais pour les autres puissances, c'est beaucoup plus clair, boycott. Oui, pour les autres puissances, j'aimerais dire que moi, en tant qu'une Chinoise, je sens vraiment un peu dommage pour les autres pays. D'abord, c'est comme aujourd'hui. Si vous m'envoyez une invitation de participer à une émission, concernant la Chine, je vais dire que non, je vais refuser de participer. Ce n'est pas votre dommage, c'est aussi mon dommage. Parce que dans ce cas-là, je vais rater cette belle occasion de rencontrer tout le monde ici, de partager aussi mon opinion. Alors, je crois que ça, c'est mon dommage aussi. Mais je crois que dans ce sens-là, c'est aussi le dommage des sportifs de ces pays. Alors, imaginons que... Les sportifs, les délégations, pour l'instant, elles y vont. Oui, mais dans ce cas-là, si moi, je suis une athlète de la Suisse, je suis en Chine, j'aimerais bien que quand je fais mes efforts pour me prouver en Chine, j'aimerais bien avoir le soutien de mon gouvernement. Mais dans ce cas-là, on a une sensation que c'est un enfant qui va participer à un concours et ses parents vont dire que non, je ne vais pas participer, j'aimerais pas d'éloigner tout ça. Je crois que ça, c'est aussi un manque de soutien pour les sportifs de ces pays. C'est aussi dommage. C'est mon opinion, oui. Et sur le fait, justement, que ça représente quoi? En quelques mots, ça représente quoi pour vous, ces Jeux? Les Jeux Olympiques. En quelques mots. Oui, je vais essayer de donner des mots qui sautent, tout premièrement dans ma tête. Je crois que c'est d'abord, on est très excités. Parce que pour les Jeux Olympiques, on va avoir l'occasion d'admirer la différence. La différence, c'est quelque chose qui fait
qui est un site vraiment excitant en Chine. On peut voir des différentes phases avec des différentes couleurs. Et puis pour les sports d'hiver, ça c'est pas quelque chose de très normal en Chine. On n'a pas, comme ici en Suisse, on a beaucoup de montagnes, donc on pratique moins les sports d'hiver. Donc dans ce cas-là, on peut aussi admirer comment ça va ressembler les sports d'hiver. Ça, c'est aussi une différence. Donc je crois que la première émotion que j'ai, c'est excitée. Mais je crois que la deuxième émotion, c'est aussi un peu nerveuse. Nerveuse parce que maintenant, il y a le Covid. Donc avec la circulation, on a un grand risque de Covid. Ça, c'est sans aucun doute. Et ensuite, je crois qu'il y a aussi une raison, c'est qu'on aimerait bien donner au monde la meilleure impression. Je crois que c'est comprenable. Chacun aimerait bien être aimé des autres. On aimerait bien plaire aux autres pour donner une très, très belle impression. Et avec tous ces défis, on n'est vraiment pas du tout sûr est-ce qu'on arrive à faire ça. Donc je crois que la deuxième émotion, c'est nerveuse. Voilà. Merci beaucoup. Alors Philippe Val, nous, on vous aime, évidemment. Fidèle au poste toutes les semaines. Merci Philippe. Ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo et grand amateur peut-être de compétitions sportives. Philippe, est-ce que vous allez être scotché des vendredis devant votre télé ou vous allez les boycotter aussi ces jeux? Bon, pour dire la vérité, non. Je pratique des sports, mais la compétition m'a toujours ennuyé à mourir. Alors, donc, je ne regarde pas vraiment le foot alors le ski encore moins, parce qu'on ne voit rien. Enfin, bref. Là, c'est comme la voile, c'est les reportages sportifs sur la voile. Alors, vraiment. Non, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est un ennui total devant la télé. À part manger des chips, je ne vois pas l'intérêt. Bon. Mais pour la Chine, les enjeux, oui, je comprends les enjeux de la Chine. Mais on peut comprendre que des pays soient réticents pour venir, ou en tous les cas qu'il y ait des esprits politiques et qui soient réticents pour venir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que s'ils ne viennent pas, moi par exemple, si j'avais à réfléchir sur le boycott, c'est pas de ma responsabilité bien sûr, mais je tâcherais de dire que les Chinois ont plutôt bonne réputation. C'est-à-dire que quant à les admirer, quant à les aimer, quant à les estimer comme peuple, il n'y a vraiment aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas de... Moi, j'habite dans le 13e arrondissement de Paris, c'est-à-dire en gros à une certaine frontière chinoise, et c'est un voisinage absolument formidable. Il n'y a aucun problème de relation. La relation, elle est politique. Vous avez un régime dictatorial qui nous fait peur, qui effraie le monde par sa puissance, par sa pérennité. Ce n'est pas contre les Chinois, c'est contre le Parti communiste chinois que les gens veulent faire un mouvement de boycott. Ça n'a rien à voir. Je pense que l'affection qu'on peut avoir de peuple à peuple est indiscutable. Mais en revanche, nous, on a une liberté politique qui nous permet d'exprimer des opinions, heureusement, et cette opinion, elle n'est pas bonne. Vous avez un régime politique qui n'est pas aimé dans le monde entier parce que pourquoi on ne l'aime pas? Parce on juge qu'il vous maltraite. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il ne cherche à perdurer qu'en augmentant sa puissance et en provoquant un état de guerre, possible menace de guerre, pour pouvoir souder aussi en interne. Donc, finalement, c'est plutôt par amitié pour le peuple chinois que les gens auraient plutôt envie de boycotter les Jeux Olympiques, plutôt que par détestation du peuple chinois. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Critiquer un régime, ça n'a rien à voir... On ne va pas commencer le débat tout de suite. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec un racisme ou une antipathie. Au contraire, je pense que, franchement, il y a plutôt une sympathie d'entrée de jeu pour le peuple chinois en France. Alors vous, cher Philippe Meunier, bonsoir. Bonsoir.
Alors vous, il n'y a effectivement pas de détestation ni de crainte pour la Chine. Vous y voyagez régulièrement depuis des années. Vous y avez même vécu. Vous avez aidé des entreprises, des groupes suisses à s'y installer. Vous avez fait l'inverse, aider des entreprises chinoises à s'installer en Suisse lorsque vous étiez directeur général de la promotion économique de Suisse occidentale. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes l'administrateur de sociétés dont l'une a pour investisseur le géant chinois Alibaba. Alors le Conseil fédéral, qui, comme on vient de le dire, a annoncé qu'il n'irait pas à Pékin. Je l'ai dit aussi à la Suisse, on n'y va pas, mais ce n'est pas un boycott, c'est juste le Covid. Ça vous inspire quoi, Philippe ? Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire que je partage avec M. Val 100% l'amitié pour le peuple chinois. Par contre, j'ai exactement la position opposée concernant le sport. Moi, je suis en fond absolu du sport et complètement inconditionnel. Ensuite, concernant votre question... En sport, je suis croyant. Pardon, je suis pratiquant, mais pas croyant. Moi, je suis les deux. Vous êtes les deux. Je suis les deux. C'est pour ces éléments biographiques, voilà. Messieurs. Concernant votre question, moi, je ne doute pas un instant de la sincérité de notre Conseil fédéral. Je pense que c'est vraiment pour des raisons de Covid qu'il n'y va pas. Je regrette, mais c'est compréhensible. Je pense que dommage sur 7 conseils fédéraux qu'il y en ait un qui tombe malade, parce qu'il n'y en a pas d'autres pour le remplacer. Non, je dirais c'est je pense une décision plus fondamentale qui est forcément au consensus parce qu'ils sont 7, ils doivent prendre une seule décision. Je pense que le Conseil fédéral suit une ligne qui est largement basée sur la neutralité, même si elle a quand même beaucoup changé ces dernières années. Il suit cette ligne. S'il doit prendre des positions qui sont difficiles, qui sont peu populaires, il le fait. Vous savez, actuellement, la Suisse n'a pas suivi les sanctions contre la Russie. Le Conseil fédéral et beaucoup d'autres Suisses ont reçu énormément de pression des États-Unis et de l'Union européenne, mais ils n'ont pas fléchi, heureusement. J'ai eu l'occasion de parler assez longuement avec M. Cassis en tête-à-tête sur la Chine. Ce n'est pas forcément un sujet qu'il connaît très bien. Il n'a pas vécu en Chine, il n'a pas fait beaucoup de voyages dans sa jeunesse en Chine. Mais s'il doit prendre des positions qui sont peu populaires, il le fait. On l'a vu avec la UNRWA, l'Union européenne et d'autres choses encore. Je suis complètement contre le boycott en général, le boycott sportif. Et je pense que les gens qui sont en faveur du boycott devraient peut-être se poser la question pourquoi ne pas aller plus loin et peut-être arrêter de commercer avec la Chine. Ça sera tout le cœur de notre débat ce soir. Ou même arrêter ou considérer aussi d'autres pays. Est-ce qu'ils sont satisfaits de la manière avec laquelle les Afro-Américains sont traités aux États-Unis ou les Amérindiens ? N'anticipez pas trop. D'accord. Vous pourrez le dire après que j'ai présenté Frédéric Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous avoir rejoints de Paris, Frédéric Ancel, grand spécialiste de géostratégie et de relations internationales. Vous serez notre maître ce soir pour décrypter justement les enjeux de cette nouvelle emprise de la Chine sur le monde, ou pas. Vous enseignez notamment à Sciences Po Paris, à l'Institut des hautes études de défense nationale, français évidemment. Et vous êtes l'auteur d'une foultitude d'essais. On citera le dernier, l'Atlas des frontières, paru l'année passée. De frontières, il sera évidemment question ce soir, mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir aussi sur ce boycott. C'est une stratégie utile. Elle est moralement tout à fait légitime, politiquement à peu près inutile. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu boycott, et notamment des JO, d'un certain nombre de JO précédents, je pense à 80, je pense à 84, 84 Los Angeles et 80 Moscou bien évidemment, fondamentalement ça n'a pas fait évoluer des politiques étatiques. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'utilité du tout. Autrement dit, inversons le postulat. Si vous ne le faites pas et qu'à la fin des fins, vous ne faites rien face à une politique que vous considérez à tort ou à raison, et à mon avis à raison, comme ultra-répressive, évidemment, le pouvoir que vous dénoncez, il va considérer que vous faites preuve d'une faiblesse extraordinaire et qui peut continuer à sa guise à réprimer ou à s'étendre sur le plan géopolitique. Donc je pense qu'il y a une vraie utilité, mais que cette utilité n'est que en quelque sorte morale. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Simplement, je pense que ce n'est pas ce qui fera évoluer la position chinoise si on veut la faire évoluer dans plein de domaines. Mais c'est vrai qu'on peut quand même s'étonner, Philippe, de cette grande préoccupation très soudaine, notamment des États-Unis, pour une minorité musulmane, puisqu'il s'agit du génocide supposé des Ouïghours. Cette mobilisation comme ça, c'est étonnant, ça. On l'a pas vu souvent par le passé. Oui, mais c'est une affaire qui monte depuis des années. Ça fait très longtemps que ça dure, en fait. Et je pense que les États-Unis avaient ça à l'œil, enfin les services américains avaient ça à l'œil depuis au moins 20-25 ans. Mais il n'y a pas d'autre raison.
C'est vrai qu'il y a une accélération, c'est vrai qu'il y a une partie de la dette américaine qui est en Chine et que ça peut être des bonnes raisons. Et puis, les raisons de s'opposer, les raisons de conflit avec la Chine sont nombreuses. On va en parler, et Frédéric en parlera mieux que moi, mais enfin, la question de Hong Kong, la question de Taïwan ont rallumé tous les conflits entre les Américains et les Chinois. Après, la présidence de Trump n'a pas été une présidence extrêmement diplomatique, mais... J'apprécie votre sens de la litote. Mais Xi Jinping n'a pas fait preuve non plus d'une grande diplomatie, donc c'était quand même deux joueurs assez brutaux dans la même cour. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils découvrent les Ouïghours maintenant. Je pense qu'ils ont commencé à s'en occuper il y a un bon moment. Mais ça, à la faveur des derniers événements et des durcissements de position dans chacun des camps, évidemment, ça ressort. Et puis aussi de la radicalité avec laquelle le régime chinois a décidé d'agir aux frontières de l'Ouest. Philippe, je vois. Oui, en fait, ça me fait penser à Napoléon. Napoléon, à un certain moment, il avait une armée qui était très forte, la grande armée, il était presque invincible pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'ont fait les ennemis de Napoléon? Ils se sont arrangés pour mettre le peuple français contre Napoléon. Je ne pense pas que ça a vraiment réussi, mais au moins, ils ont essayé. Et moi, j'ai l'impression que les États-Unis font la même chose avec la Chine. C'est une stratégie pour affaiblir la Chine. Moi, je pense que tous les pays, presque tous les pays, on a des problèmes avec des minorités. J'ai mentionné 2 cas aux États-Unis. Par exemple, en Suisse, on a eu les gens du voyage. Je pense que c'était très difficile de trouver une bonne stratégie. Je pense que la Suisse a certainement fait des erreurs. Et moi, je veux bien qu'il y ait des dialogues entre les pays, peut-être behind closed doors, excusez-moi pour l'anglais, à huis clos, où il y a un échange d'expériences de comment on peut traiter ce problème. Et je pense que là, les choses peuvent avancer. Mais je dirais de mettre ça en public, de faire un boycott, ça va en tout cas pas faire avancer les choses. Enfin, Pardon de vous contredire, cher monsieur. Non, sur Napoléon, absolument pas. Non, c'est tout à fait faux. D'ailleurs, Napoléon Bonaparte, juste que vous ayez compris, à la deuxième campagne de France en 1815, a toujours été soutenu par les Français. Donc ça, c'est faux. En revanche, j'ai pas dit ça. J'ai dit que les ennemis de Napoléon ont essayé de faire... C'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais Napoléon, stratégiquement, c'est tué lui-même. Après, sur la question des Ouïghours, alors moi, je n'appartiens pas aux ONG qui ont établi des éléments constitutifs de génocide. Donc j'ai du mal à me prononcer très concrètement là-dessus. Mais à minima, vous avez affaire à une politique ultra répressive qu'on ne peut absolument pas comparer à ce qui se passe avec les gens du voyage en Europe. Enfin, de 2 choses l'une. Soit les mots ont un sens. Alors moi, je n'emploie pas celui de génocide, ou alors avec un point d'interrogation. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Sinon, croyez-moi, je n'ai pas la langue de bois. Et donc, je le dirai, je l'affirmerai. Mais enfin, les éléments qui permettent à des ONG indépendantes, pas spécialement anti-chinoises, de se prononcer de manière aussi dure là-dessus, quelle que soit la position de Washington, dont je me fiche en l'occurrence. Mais là, les ONG internationales établissent des certitudes qui n'ont, encore une fois, rien à voir, même avec les politiques qui, authentiquement, ont été ou demeurent particulièrement racistes aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Ok, mais la réaction, elle est très forte. La réaction, elle est très forte. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison à ça, notamment le fait que la Chine, justement, devienne aujourd'hui la première ou la première ou deuxième, ça dépend des experts, puissance économique, devant les États-Unis peut-être? Si, bien sûr, vous n'avez pas affaire à un naïf. 27 ans de géopolitique. Les États-Unis, et comme vous le disiez très bien tout à l'heure, sont extraordinairement mécontents du rapport de force économique et commercial. Schématiquement, 350 milliards, 300 milliards du côté chinois, en bénéfice, et 50 milliards côté américain. Évidemment, ça ne va pas. Et de ce point de vue-là, eh bien, on va utiliser, ou on va instrumentaliser, c'est vrai des Américains, c'est vrai de tous les régimes politiques au monde par définition, c'est presque un pléonasme, le politique instrumentalise, surtout lorsqu'il est étatique, et donc on va instrumentaliser, par exemple, la situation au Tibet ou au Xinjiang avec les Ouïghours. Donc même si moralement ça peut avoir un fondement, comme je vous le dis, à la fin des fins, ne soyons pas naïfs, il y a aussi, peut-être surtout,
des raisons à ce semi-boycott, puisqu'effectivement les sportifs ne seront pas empêchés d'y aller, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose pour le coup. À mon avis, là, pour le coup, ça ne servirait vraiment à rien. Au moins, on est d'accord là-dessus. Voilà, d'établir une politique extrêmement dure vis-à-vis de Pékin. Alors, c'est vrai que la Chine investit à travers le monde, aux quatre coins du monde, notamment beaucoup aussi en Europe, des ports, des infrastructures, dans les dettes, etc. Philippe, ça, vous comprenez que ça crispe les Occidentaux? Cette peut-être volonté d'expansion économique, en tout cas. Quand vous avez une société et que vous avez besoin d'argent, vous allez frapper à une banque. La banque vous donne non, vous fait pas confiance, elle vous prête pas. Vous allez voir 5, 6, 7, 8 banques. La 8e banque vous dit voilà, moi je vous prête en millions, mais vous allez mettre votre maison en gage si vous me repayez pas. Donc moi je pense que on peut pas s'attendre à recevoir du financement de qui que ce soit de la Chine, des banques, du Fonds monétaire international, sans avoir des conditions. Et je pense que n'importe quel pays, que ce soit des pays européens ou des pays africains ou des pays latino-américains, quand ils acceptent en prêt, il faut regarder les conditions, il faut les évaluer, c'est intéressant, c'est pas intéressant, et le cas échéant, le refuser. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste voir Xiaoqiu, comment justement les Chinois perçoivent, parce qu'il y a quelques années, pas si loin que ça, c'était un peuple très très pauvre, hein, il y a eu un bond économique énormément. Est-ce que la population a conscience aujourd'hui d'occuper la première peut-être place mondiale en termes économiques? Je peux vous confier ma sensation en tant qu'une Chinoise quand j'entends que vous n'êtes pas 1,5 milliard de la Chine Chinois, est déjà devenue la première puissance économique mondiale. Je vais quand même avoir une sensation un peu étonnée. Parce que c'est comme ce que vous avez mentionné. Par exemple, quand j'étais petite, c'était dans l'année 90. J'ai une forte impression qu'à ce moment-là, on avait une vie très économe. On chérit vraiment l'argent. Donc, c'est vraiment pas trop loin la mémoire d'être pauvre. Donc, même si... je peux vous donner un exemple. Parce que moi, quand j'ai commencé mon séjour ici en Suisse, je continue à poster des vidéos sur TikTok en présentant le beau visage de la Suisse. Et un commentaire très typique que je peux voir, c'est « Est-ce que ça coûte cher de faire un voyage en Suisse ?» Alors, je vais toujours répondre que ce n'est pas hyper cher, mais c'est quand même un peu cher pour une famille moyenne en Chine. Il faudra vraiment, on ne peut pas voyager en Suisse, même s'il n'y a pas la pandémie, on ne peut pas voyager en Suisse trop facilement. Ça vaut quand même un grand nombre d'argent. Donc je dois dire que peut-être les statistiques, si on dit que la puissance première mondiale, c'est selon des statistiques, mais il faudra aussi regarder la sensation du peuple. Est-ce qu'on se sent vraiment déjà riche? Est-ce qu'on se sent déjà ça? Je crois que, à mon avis, parce que moi, je ne suis pas venue d'une famille très riche, c'est plutôt moyenne. Je ne sens pas que je suis déjà riche. Même si je suis riche, je crois que je vais toujours avoir une vie très économe. Ça, c'est lié avec mon mémoire aussi. Ça, c'était quelque chose, Philippe? Après, oui. En fait, moi, j'ai vécu dans 10 pays sur 4 continents et j'ai été dans à peu près 80 pays. Et dans beaucoup de pays où j'ai été, ou dans certains pays, tout le monde voulait s'échapper du pays. C'était vraiment... c'était étonnant. En Chine, j'ai commencé à aller en Chine en 92, en 92, et j'ai pu voir vraiment la Chine se transformer complètement. Et je ressens dans la majorité de la population un très grand enthousiasme. Moi, je connais pratiquement pas de Chinois qui veulent partir de Chine. Il y a des gens comme Madame Zhou, qui adore la culture française, la culture étrangère, et qui est très contente de passer un certain temps dans un pays francophone. Mais il n'y a pas du tout, je dirais, et c'est pas rien du tout, il n'y a pas du tout, je dirais, cette défiance de la population contre le gouvernement. Au contraire, il y a tellement de gens qui ont été sortis de la pauvreté extrême et ils l'ont vécu. Donc, ce sont vraiment en support très fort, en soutien très fort. Mais ça, Philippe, vous pouvez l'entendre justement, que les Chinois soutiennent leur gouvernement parce qu'il leur a amené la prospérité? Non, j'y crois pas une seconde. Bon, 1,5 milliard de Chinois qui se révolteraient, ça serait efficace quand même. Je n'ai pas évidemment la même expérience que vous, mais je pense qu'il y a une peur. D'abord, on ne sort pas, vous n'êtes même pas sorti, enfin la Chine n'est pas sortie d'un continuum depuis Mao Tse-tung, alors avec des hauts et des bas,
mais Xi Jinping est une sorte de Mao. Qui, avec le président chinois actuel. Le président chinois actuel, avec en plus la puissance numérique de surveillance que n'avait pas Mao. Donc, je pense que la peur est effectivement une amélioration économique, parce que vous savez, le PIB, il a beau monter, ça ne veut pas dire que le niveau de vie des gens monte. Un PIB par habitant ne signifie pas que le niveau de vie monte. Moi, je pour les pense gens. que c'est incontestable. N'importe qui va en Chine... Attendez, l'un après l'autre. Ce que je veux dire, c'est que je suis allé il y a quelques années en Chine, j'ai discuté avec pas mal de gens, de classe plutôt moyenne, ou un peu ayant fait des études, et il y a quand même une peur qui fait avec laquelle on s'habitue au quotidien, parce qu'on est toujours à un moment donné ou un autre, on risque d'être soumis à un arbitraire. Alors, on va mieux parce qu'on mange mieux, on se loge mieux, on se chauffe mieux, on a peut-être des écoles plus près, etc. Mais en attendant, on ne peut pas dire qu'il y a un bonheur chinois tant qu'il y aura une dictature, parce que ça se sent. Alors, vous ne pouvez pas en parler parce que vous faites du commerce et je comprends que vous n'aimiez pas traité ce sujet. Ça, je n'accepte pas. Mais c'est... Non, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a un problème de droits de l'homme et de liberté en Chine. Enfin, ou alors nions-le, et puis voilà, on passe à un autre sujet. Mais ça existe en Chine. Et je l'ai rencontré en discutant avec des gens sous le sceau de la discrétion. Évidemment, en me disant, tu ne dis pas que c'est moi qui l'ai dit, évidemment. Oui. Alors j'aimerais juste peut-être faire une insiste avec vous, Xiao. C'est quoi la conception d'un Chinois de la liberté ? De la liberté ? Oui, c'est juste ce que je veux dire, parce que aussi... En fait, la notion comme liberté, comme démocratie, c'est pour les Chinois des choses vraiment occidentales. Je crois qu'on peut remonter ça plutôt dans l'époque de la Renaissance des Lumières. Mais si on dit que Renaissance, c'est-à-dire renaître, je crois qu'on peut encore remonter jusqu'à l'époque de la Grèce, où sont vraiment l'origine de la culture occidentale, dans mes yeux. Je crois que maintenant, pour l'Occident, on utilise déjà trop fréquemment les notions démocratie, les notions liberté, sans vraiment réfléchir à l'origine de ces deux notions. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, si je dis que j'aimerais un café, alors en Suisse, c'est-à-dire peut-être un café espresso, en Italie c'est aussi le cas, aux États-Unis, peut-être ça veut dire de l'espresso avec de l'eau chaude. En Turquie, c'est-à-dire du café avec du poudre. Donc, c'est-à-dire, justement, cette notion de café peut se varier. Et donc, en Chine, la liberté... Selon les pays. Donc, je crois qu'en Chine, la liberté, peut-être ce n'est pas la même liberté ou ce n'est pas la même démocratie comme la notion occidentale. C'est-à-dire, il existe plusieurs formes de démocratie. Dire ça à Hong Kong. Oui. Alors, on va continuer la question et puis aussi savoir si nous, on doit avoir raison ou pas d'avoir peur de la Chine. Et ce sera juste après cette publicité. On se retrouve dans quelques instants. Le point de retour, la Chine va-t-elle nous dominer et pourquoi pas? On continue d'en débattre avant de retrouver en fin d'émission notre maître à lui de l'humour, j'ai nommé bien sûr Alexandre Kominec. Et donc, on en était à la peur ou pas des Chinois, de leur gouvernement, mais est-ce que l'Occident a des raisons d'avoir peur, Frédéric Ancel, de la Chine ? Alors, d'abord, je voudrais dire par rapport à ce que mademoiselle a dit tout à l'heure qu'il peut y avoir un modus operandi différent, des rythmes d'accession à la démocratie différentes, évidemment. Il ne s'agit pas de tenter d'imposer un système un système électoral par rapport à un autre. Mais on ne peut pas essentialiser, considérant qu'en Occident, on est plutôt pour la démocratie, et en Chine, et le peuple chinois, plutôt non. En 1788, avant la Révolution française, il était quoi, le peuple français? Il aimait la dictature depuis 15 siècles. Non, mais enfin, donc il a choisi lui-même Et pour le coup, il a choisi. S'affranchir. Ah ben, il a choisi, et pour le coup, il n'a pas été particulièrement réprimé. Il a pu effectivement développer, mais ça avait déjà commencé pendant un siècle et demi, une forme de philosophie, enfin plusieurs formes d'ailleurs de philosophie, et par conséquent de s'émanciper. Je pense que si on laissait aujourd'hui
Aujourd'hui, ce n'est pas possible par définition. Mais si le pouvoir chinois laissait les Chinois un jour choisir entre lui-même et d'autres systèmes ou d'autres partis seulement, alors là, peut-être qu'on pourrait commencer à répondre un petit peu sérieusement et je pense qu'on aurait des surprises. Après tout, il y a bien eu un Tiananmen. Je vous rappelle quand même qu'en 1911, il y a eu une révolution populaire en Chine et cette révolution, elle n'a pas porté le Parti communiste qui n'existait même pas encore au pouvoir. Donc, si vous voulez, moi, je serais extrêmement prudent lorsqu'on dit oui, mais alors ici, on fait le café comme ceci et là-bas, on le fait comme cela. Je pense que là, on est sur des variants absolument fondamentaux et l'histoire n'est bien évidemment pas terminée. Il n'est pas du tout impossible parce que les peuples, et là, on a affaire à une dimension totalement universelle, les peuples réclament à la fin des fins, oui, du pain, ça c'est parfaitement exact et le PCC, le Parti communiste chinois, a réussi à sortir de la misère, c'est incontestable. Des centaines de millions de Chinois en l'espace de 20 ou 30 ans. C'est remarquable. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Deux, une forme d'instrumentalisation de la rancœur, qu'on peut comprendre d'ailleurs, de la part de la population chinoise sur ce siècle d'humiliation, depuis la guerre de l'opium des années 1830 avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne, et puis plus tard le Japon et la Russie. C'est tout à fait compréhensible, sauf que là, on instrumentalise une rancœur populaire. On en joue et on la surjoue. Et enfin, dernier point, je crois qu'il y a de la part du Parti communiste chinois aujourd'hui, effectivement, la volonté, alors attention, de dominer le monde, pas d'un point de vue militaire. Ce qui est très intéressant avec la Chine sur des temps longs, façon Fernand Braudel, c'est que les différents régimes chinois qui se sont succédés depuis au moins Sun Tzu et les royaumes combattants, donc 3-4 siècles avant l'ère chrétienne, cette politique au long cours se caractérise par l'articulation de tous les instruments possibles pour effectivement commercer, pour influer, parfois peut-être pour dominer, en tout cas aux frontières de la Chine, pas à l'extérieur, pour être honnête. Il y a des choses qui ont beaucoup marqué. Il y a une base qui a été développée à Djibouti. Il y a une militarisation évidemment du Pacifique. Et du coup on ne sait pas non plus comment l'interpréter. Oui, mais ça intervient tardivement par rapport. Maintenant, vous avez raison que ça intervient. Alors attention, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas parce qu'on ouvre une base militaire qu'on fait la guerre. Mais là, vous avez raison. En tout cas, je vous suis. C'est que les fameuses routes de la soie, elles sont jalonnées, parsemées de pression sur des régimes politiques. Il faut peut-être juste préciser ce que c'est que les routes de la soie. C'est cette très grande entreprise stratégique de commerce, d'ouverture, urbi et orbi, du commerce, pas seulement d'ailleurs chinois, mais notamment chinois, vers le monde et en particulier l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Donc 1000 milliards d'investissements qui sont déployés à travers le monde pour assurer effectivement l'approvisionnement de la Chine et l'écoulement aussi des produits. Donc ça ne se fait pas sur le plan, allez, on va dire, alors oui, à l'européenne, façon Portugal, Pays-Bas, enfin Provinces-Unies à l'époque, Angleterre, France, avec une colonisation dure et certainement pas avec de l'esclavage. Ça, c'est parfaitement exact. En revanche, on a un proactivisme, y compris non plus seulement commercial, mais donc stratégique et maintenant militaire, avec l'acquisition tous les 3 mois de l'équivalent de l'intégralité de la flotte de combat française, qui pourtant déjà est la 6e ou 7e du monde, qui effectivement fait peur. C'est une évidence. J'ajoute un dernier point. Ça ne ferait pas peur, ou ça ferait moins peur, parce qu'après tout, la Chine est un État souverain qui a le droit de construire tous les bateaux qu'elle veut, s'il n'y avait pas l'exemplarité de Hong Kong, s'il n'y avait pas les termes rhétoriques, je n'invente rien, de Xi Jinping, qui est le maître tout-puissant de la Chine, plus peut-être encore que Mao à la fin de sa vie à l'époque, ce qui est très, très, très embêtant tout de même, c'est-à-dire de récupérer, éventuellement par la force s'il le faut, Taïwan, d'une part, d'autre part des zones archipélagiques et insulaires en mer de Chine méridionale. Enfin, c'est comme ça que la Chine appelle cette mer, ça va notamment les Spratlys et les Paracels. Donc là, évidemment, même localement, on a affaire à des États comme par exemple le Vietnam, à des États comme les Philippines. Alors vous allez me dire, les Philippines sont alliées aux États-Unis, mais la population aussi a de plus en plus peur de la Chine. Et d'autres États, la Corée du Sud bien sûr, qui ne sont absolument pas anti-chinois et qui ont commercé pendant des siècles avec la Chine et qui parfois ont été alliés à la Chine, mais qui là, manifestement, voit une politique étatique de plus en plus expansionniste. Alors justement, dans ce sens-là, on va écouter Sigmar Gabriel, l'ancien vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères allemand, qui s'exprimait lors d'un sommet pour la sécurité en Europe en 2017. Initiative für eine neue Seidenstraße ist ja nicht das, was manche in Deutschland glauben, eine sentimentale Erinnerung an Marco Polo, sondern sie steht für den Versuch, ein umfassendes System zur Prägung der Welt im chinesischen Interesse zu etablieren. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Wirtschaft. China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit,
Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. Vous, Philippe Meunier, justement, cette phrase de vouloir utiliser comme ça le commerce et l'économie pour imposer un autre modèle de société, vous qui faites du commerce beaucoup avec la Chine, vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je ne comprends pas, je dirais. Moi, je pense que tous les pays, tous les gouvernements au pouvoir veulent rester au pouvoir, veulent peut-être renforcer leur pouvoir. Tous les grandes puissances, ce n'est pas le cas de la Suisse, mais c'est le cas de la France, des États-Unis, veulent avoir un rôle important dans le monde, veulent renforcer ce rôle, veulent être appréciés. On critique souvent la Chine avec son soft power. Voilà, vous avez ces différentes actions de soft power. Mais je pense que tous les pays du monde, même nous, la Suisse, en tant que petit pays, on fait beaucoup de choses. On a les bons offices, on a les Nations Unies qui nous coûtent très cher, mais qu'on accueille ici à Genève. On a les chiens en cas de catastrophe, tremblement de terre, etc. On a le président suisse, donc c'est tout à fait normal pour un pays d'essayer de rayonner dans le monde, d'avoir de l'influence. Et franchement, je préfère beaucoup, je dirais, le discours gagnant-gagnant de la Chine, même si je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme pas sincère, que le discours du roi Léopold II de Belgique, lorsqu'il parlait du Congo, qui donnait des ordres aux missionnaires de faire que ces sauvages se désintéressent de leurs richesses pour que la métropole belge puisse exploiter au mieux sans difficulté ces richesses. Gagnant-gagnant, Philippe. Après tout, c'est vrai, hein, on n'est pas obligé d'accepter l'argent. L'argent de la France, les États-Unis ne sont pas obligés d'accepter des investissements chinois dans leur dette. Ça a beaucoup évolué sous la présidence de Deng Xiaoping. Et tout ça s'est beaucoup établi sous Deng Xiaoping. Maintenant, on va essayer de réindustrialiser un peu l'Europe. Ça, c'est le grand mot, mais pour l'instant, on ne voit rien du tout de... On va essayer. Bon, alors, quant à dire que tous les pouvoirs veulent rester au pouvoir, sans doute. Par exemple, chez nous, en France, il est fort probable que le président Macron actuel va se représenter aux élections devant le peuple au suffrage universel avec des concurrents. Ça n'est pas du tout pareil que de rester au pouvoir par la force. C'est très différent. Vous ne pensez pas qu'il y a de la concurrence interne extrêmement forte, comme dans toutes les organisations du monde ? Il y a de la concurrence interne extrêmement forte, c'est fort probable. Mais on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Elle existe, c'est absolument certain. Faites-vous des amis. Allez en Chine. Non mais c'est absolument certain qu'elle existe, cette concurrence interne. Mais elle n'est pas sur la place publique, elle n'est pas démocratique. C'est des luttes d'influence au sein du Parti communiste. Et voilà, c'est comme on a vu en Union soviétique pendant des années. C'est le problème du parti unique, parce que personne... Mais si vous voulez, une fois que vous êtes dans le parti, vous pouvez monter, mais enfin, personne n'élit les gens à l'extérieur du parti qui abrite plusieurs dizaines de millions de personnes. Ça paraît évidemment beaucoup, mais enfin, sur un peu plus d'1 milliard d'adultes. Bon, et puis au sein du parti, vous avez effectivement des coteries, et à la fin des fins, vous avez un homme, en l'occurrence, qui dispose de pouvoirs beaucoup plus importants que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on est sur une extrême centralisation du pouvoir. Donc, à la limite, on peut considérer que, chaque pays suit effectivement selon ses traditions, sa volonté. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'État chinois, comme l'État russe, tient comme l'État turc, comme d'autres États autoritaires, considère que, au fond, la sacro-sainte souveraineté doit être respectée partout et chacun se mêle de ses affaires à l'intérieur de ses frontières. Pourquoi pas ? Mais attention, à ce moment-là, on ne fait que de la géostratégie hardcore, pardonnez-moi l'expression anglophone, mais on ne parle pas de questions morales et philosophiques. Parce que là, moi, je suis de ceux qui considèrent que, d'un point de vue moral et philosophique, tout ne se vaut pas. Et que les valeurs universelles qu'a évoquées tout à l'heure Sigmar, Gabriel, sont par définition fragiles, qu'il faut les défendre, et que tout être humain cherche non seulement à se nourrir, à se vêtir, à se loger, à éduquer ses enfants, à se soigner, tout à fait évident, mais aussi à la fin des fins, à être libre, du moins à minima. Et là, bien évidemment... Ok, Frédéric Ancel, mais il y a un double discours, parce que d'un côté, on dénonce, et puis d'un autre côté, on vend tout. En Occident, aux États-Unis, en Europe, en France, nombre d'aéroports, de ports, en Grèce, dans de nombreux pays européens, justement, il y a cette volonté d'accueillir les capitaux chinois. Alors, ça, c'est quoi ? C'est ce paradoxe entre les deux ? Alors, je pense que c'est un faux paradoxe. On est en train d'ouvrir les yeux.
Je pense que cette affaire du Covid a été l'illustration d'une faiblesse qu'on a effectivement nous-mêmes, nous Européens, pas seulement Européens d'ailleurs, et occidentaux et africains, je ne vous en parle même pas, ou alors on en dira un seul mot, mais qu'on a accepté de manière sans doute trop naïve, parce que toute la rhétorique et la sémantique très jolie, très animalière, très en matière de capitalisme, il n'y a pas tellement de romantisme. On acceptait parce qu'on avait besoin des investissements. Vous avez raison, besoin d'investissements, oui, mais des masques et des écouvillons, on est capable de les faire en Europe. Donc moi, je ne vous dis pas qu'il faut cesser... Mais ça nous a arrangé de tout transposer en Chine. Ça nous a arrangé parce qu'on était effectivement extrêmement naïfs, pas seulement d'ailleurs vis-à-vis du pouvoir chinois, mais de manière générale. Et là, ça pose la question de l'Europe puissance. Oui ou non, on a envie d'être influencé, ou alors tout à l'heure, vous disiez, peut-être dans une boutade dans votre très bonne introduction, après tout, pourquoi pas, si les Chinois veulent dominer, en quoi on y perdrait quelque chose. Mais moi, je pense que les Européens perdraient à obéir à des valeurs américaines, à obéir à des valeurs chinoises, surtout celles qui sont actuellement au pouvoir au PCC, à obéir à des valeurs russes ou à obéir à des valeurs togolaises. Moi, je suis européen et je considère que ce qui a été fait ces derniers siècles, avec des hauts et des bas, et malheureusement des bas catastrophiques aussi, bon, il faut bien le reconnaître, ce qui a été fait sur le plan moral de désastreux avec la colonisation des siècles précédents, et on est un certain nombre d'États et de pays, et encore Emmanuel Macron hier, à le reconnaître, à faire amende honorable, tout ça doit être défendu contre la Chine, contre la Russie, contre les États-Unis, contre le Togo, que sais-je encore, contre la planète Mars. Ce que je constate, c'est qu'on a été sur le plan, même sur le plan capitalistique finalement, ou industriel, extrêmement naïf de tout délocaliser. Et lorsque quelqu'un évoquait tout à l'heure parce qu'on avait des produits moins chers et que ça faisait marcher davantage. Bien sûr, mais moins cher à court terme. Oui, mais quand je dis naïf, en fait, on a été inefficace parce que à trop courte vue. Mais à la fin des fins, des éléments, des connaissances, des pratiques qu'il va falloir qualifier de stratégiques, notamment sur le plan du cyber et sur le plan de la prophylaxie, des vaccins, etc. On doit absolument se les réapproprier. Surtout, c'est mon dernier point, surtout si on a affaire en grand partenaire commercial et économique, à un État qui ne cache pas, je n'invente rien, qui ne cache pas que pour célébrer la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, c'est-à-dire donc en 2049, la Chine, selon donc son président, sera redevenue, ce sont ses propres termes, redevenue la première puissance mondiale, mais sur la base d'un certain nombre de politiques qui ne sont pas que des politiques commerciales. Alors justement, c'est normal. Allez-y, Philippe. C'est normal. Je pense que tous les grands pays veulent jouer un rôle très important dans le monde. Ce n'est pas le cas en Suisse, mais c'est certainement le cas en France. Concernant, moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sinophobie. Par exemple, lorsque le président chinois a eu la possibilité d'être élu à vie, il y a eu un esclandre au niveau mondial. Tout le monde a critiqué ça. Moi, je pense que lorsqu'il y a une présidence à vie, il y a des avantages et des désavantages. Il y a les deux. Il y a les deux. Je n'ai pas fini. Il y a des pays dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a ce système-là. Prenons un exemple qui n'est pas très loin de chez nous, la Suisse. En Suisse, on n'a pas de limite pour les conseillers fédéraux, qui sont les ministres fédéraux, ministres nationaux. On n'a pas de limite. Donc, il y a beaucoup d'autres pays où il n'y a pas de limite. Donc, il y a des avantages et des désavantages. C'est drôle ce que vous dites. Oui. Non, mais sur l'aspect économique, justement, et rapport entre l'Occident et la Chine, et pas sur le gouvernement chinois. Donc voilà, on ne va pas refaire le bien ou le mal de ce gouvernement, mais justement, quel sera l'impact pour nous? Quelle est la volonté, finalement, des Chinois, selon vous, qui commercent toujours avec eux, comment ils veulent s'imposer, justement, en Occident? Mais je pense que les entreprises chinoises, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient privées, et moi j'ai surtout des contacts avec des entreprises privées, elles vont avoir du succès. Comme toutes les entreprises du monde, elles veulent s'étendre, elles veulent avoir des bons produits, des clients satisfaits. Et voilà, je dirais, tous mes partenaires commerciaux chinois, c'est des hommes d'affaires qui pensent à leurs clients et comment est-ce qu'ils vont satisfaire leurs besoins. Qu'est-ce qui devient le PDG d'Alibaba? Ne vous faites pas de soucis. Moi, je me dis souci pour lui, mais bon, on est comme ça. Alors, parce que la dimension privée... Il n'est pas PDG, de toute façon, il est fondateur. La dimension du privé dans un régime et sous un régime aujourd'hui tel que celui qui se présente en Chine, et dans une moindre mesure d'ailleurs en Russie, on ne peut pas considérer que c'est du privé au sens le plus générique du terme. Ce n'est pas vrai. À la fin des fins, si le chef de telle entreprise ou telle entreprise ne se comporte pas très conformément
à la ligne non seulement du parti, mais de celui qui s'est élu à vie à la tête de ce parti, franchement, vous comprenez bien que alors ça, je suis un peu étonné d'entendre ça dans le français, parce que franchement, je pense que toutes les très grandes entreprises dans le pays sont forcément assez proches du gouvernement. Ils ont des relations. Je pense que les ministres... Pas un féodé. Assez proche, mais pas un féodé, c'est pas pareil. Je pense que un féodé, certainement pas, mais qui ont vraiment des relations, c'est tout à fait normal. Je vous garantis que tous les ministres suisses connaissent le président de Nestlé, de Novartis, de Roche, et qui se voient régulièrement. En France, je vous garantis que les énarques qui sont inspecteurs des finances, qui dirigent ces grandes entreprises françaises, ils ont forcément énormément de contacts avec le gouvernement français. Ils sont très proches du gouvernement français. Mais par exemple, vous voyez en France, il est de notoriété publique que le président de la République, Emmanuel Macron, et Vincent Bolloré ne s'entendent pas du tout. Mais Vincent Bolloré est encore en liberté et fait des affaires, hein, ça ne l'empêche pas. Contrairement au patron d'Alibaba qui a disparu, je pense, non ? Il n'a pas disparu du tout. Il n'a pas disparu du tout. Non. Alors avant qu'on aille, j'aimerais juste faire une parenthèse avec vous. C'est vrai, Xiao, pour nous occidentaux, vivre en Chine et avoir si peu de liberté, pour pas dire autre chose, ça nous paraît dément. Comment est-ce que ça on le vit, hein, le fait d'avoir des caméras vidéosurveillance braquées sur soi 24 heures sur 24, le fait justement d'avoir des permis à points quand on fait les choses bien, on a des bons points, on a des avantages quand on les fait pas bien. Est-ce que ça stresse pas l'individu, même en Chine ? Oui, en fait, ça m'a étonnée un petit peu quand vous mentionnez qu'on sent que la liberté en Chine, c'est très limité. Moi, en tant qu'une Chinoise, je ne sens pas trop, en fait, que j'ai moins de liberté en Chine qu'ici en Suisse. Vous avez mentionné... Vous ne pensez pas ça, 24 heures sur 24, qu'il y a des caméras vidéo sur... Mais maintenant, on a des caméras, mais je ne sens pas du tout surveillée par les caméras. La télévision. Oui, je plaisante. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il y a le caméra, on sent déjà qu'on a perdu la liberté. Quelquefois, c'est aussi pour nous protéger. Par exemple, ici, le caméra, c'est pour faire entendre notre discussion à tout le monde. Et je peux dire que, par exemple, je suis entrée dans un magasin et finalement, je suis sortie. J'ai remarqué que mon porte-monnaie, c'est plus à moi. Et je peux regarder la vidéo pour avoir une trace. Donc, je crois que dans ce cas-là, le caméra, pour les Chinois, ça va plutôt dans ce sens. Je ne sens pas trop surveillée. Je ne sais pas comment c'est à Paris, mais en tout cas à Genève, vous prenez les transports publics genevois, vous prenez le bus, le tram. Je ne sais pas combien de caméras il y a dans ce tram. Et je pense que c'est pour une bonne intention. Ça ne me dérange pas. Et on ne nous accorde pas, alors en Suisse, je ne connais pas bien, mais à Paris, on ne nous accorde pas ou on ne retire pas des points de bonne citoyenneté sur la base de caméras qui peuvent scruter votre pupille et déterminer le nombre de points que vous avez acquis en obéissant au pouvoir politique. Enfin, moi, j'entends ce que vous dites et je respecte beaucoup. Et je suis notamment sensible à cette notion de bien-être, voire sans doute de bonheur d'une partie de la population chinoise, d'une partie seulement. Là-dessus, c'est ça, je l'admets. Mais quant à la volonté, encore une fois, hein, je ne parle pas du peuple chinois, mais du régime politique du Parti communiste chinois d'établir ces 300 millions de caméras, et encore, c'est le chiffre de cet été, l'été dernier. Hein. Est-ce que nous, on n'est pas sur le chemin ? On n'est pas sur le chemin de ça aujourd'hui. Je le crains. Mais je le crains. Notamment depuis le Covid. Personnellement, en tant que citoyen français et européen, je le crains. Je le crains en tant qu'humaniste. Et par là, je réponds peut-être un petit peu à votre question de tout à l'heure. Je crains parce que je ne veux pas que les valeurs qui sont, ou les valeurs, en tout cas, et le modus operandi au pouvoir en Chine aujourd'hui s'établissent en Europe, comme il peut peut-être s'établir dans d'autres pays. Je ne le souhaite pas. C'est la raison pour laquelle je souhaite une Europe puissance, une Europe forte sur la base de nos valeurs universelles, mais que nous défendons. Hein. C'est quelque chose qui me semble aujourd'hui extrêmement intéressant. Lorsque les Chinois disent « nous voulons commercer et nous voulons redevenir ce que nous étions avant que les Anglais, les Allemands, les Japonais nous spolient », ça, je peux l'entendre de la part d'un citoyen, d'une citoyenne chinois ou chinoise, bien évidemment. Lorsque M. Xi Jinping dit mais de toute façon, c'est modèle contre modèle, et vous allez voir que vous allez apprécier notre modèle, il est vraiment meilleur que le vôtre. Je lutterai en tant que citoyen, certainement pas anti-chinois. Je me fiche bien que ça soit chinois, encore une fois, russe, américain. Je ne vais pas reprendre mes exemples, ou togolais ou martiens de tout à l'heure. Je me fiche bien de qui tente d'influer au sens de la limitation totale de ma vie privée, hein, et de l'acquisition de points de citoyenneté en fonction de mon degré d'obéissance. Je ne le souhaite pas, que ce soit de la part de la Chine ou d'un autre État autoritaire. Ce sera le mot de la fin, effectivement. Vous ne voulez pas, mais est-ce que l'Occident a les moyens de résister à ça ?
Question de fin. Et on attend le point de vue d'Alexandre Kominek. Nous bonsoir tout le monde. Pour nous parler lui aussi de la Chine. Bonsoir Genève, est-ce qu'on est chaud? Waouh. Je vois, ça va? Ça va. Il est bien ce débat, hein? Alors, la Chine. La Chine, hein? La Chine, c'est l'Empire, hein, c'est la muraille, c'est le communisme, c'est le textile, c'est les baskets, c'est les téléphones, c'est les contrefaçons, c'est les cigarettes électroniques, c'est les restaurants, le prêt-à-porter, les quincailleries, les supérettes, les pressings, le Club Med, des hôtels, des aéroports, des châteaux, le vin, des bars tabac, des clubs de foot. Bref, la Chine, c'est la vie, en fait. Hein, et on les appelle les nouveaux maîtres du monde. Enfin, moi, quand tu m'as envoyé ça, ça m'a fait rire, Laetitia, parce qu'il n'y a pas de nouveau maître du monde. En fait, la Chine est maître du monde depuis longtemps. Hein, c'est nous, les nouveaux clodos. C'est ça. Hein, qu'est-ce qu'on devient, nous, les Occidentaux, exactement? Parce que là, tu vois, si tu avais appelé ton émission « La France, les nouveaux maîtres du monde », là, ça m'aurait fait rire, tu vois. Là, ça m'aurait fait... Tiens, c'est là... Hein, parce que, voilà, entre nous, tu vois, là, ça m'aurait fait marrer parce que tu ne peux pas être maître du monde quand dans ton propre pays, tu n'arrives pas à maîtriser les ronds-points. Tu vois, et puis, en Chine, les gilets jaunes, ça n'existe pas. Déjà, ça fait ton sur ton. Bam, blague raciste. Non, mais je parle de la France, là. Mais tu me dis l'Espagne, le nouvel empire, pareil, je te dis, excellent. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les Occidentaux, on est baisés. Faut se l'avouer, là. La preuve, on est en train de tout vendre. Tu vas à Londres, à Paris, à Madrid. Tu dis, c'est joli ça. Ça, c'est les Chinois, là, ils ont racheté. Ça, c'est les Russes, ils ont racheté. Maintenant, ça, c'est les Qataris. Ça, c'est les Saoudiens. Et ça, c'est un mec du Bahreïn. En même temps, quand tu as un pays du Golfe, c'est normal que tu nous la mettes par tous les trous. Tu l'as ou pas, Philippe? J'ai l'impression qu'on est devenu un magasin en liquidation. Je te jure, tout est vendu, bradé. On est complètement désespérés ici. La preuve, moi, autour de moi, j'ai plein de gens qui me disent, non, mais franchement, j'en ai marre. Je vais tout plaquer, je vais me barrer vivre en Colombie, dans une permaculture autogérée. Tu les connais, ces mecs. Après 6 mois, tu les recroises à Genève et ils te disent « Ouais, alors en fait, c'était pas du tout comme je l'imaginais. » Y a une différence entre vivre dans la jungle ou à Champel, ça c'est sûr. Puis tu risques pas de te faire emmerder par les FARC au parc Bertrand. On est d'accord, Laetitia. Le truc le plus exotique du parc Bertrand, c'est un grand parc qu'on a ici. À Champel, c'est le truc le plus exotique, je vais te le dire, c'est que le samedi, tu as des juifs qui marchent, et qui regardent le sol comme ça, et qui se demandent comment pourrait-on faire encore plus pour contrôler le monde. Je dis ça. Je dis ça parce que là, en France, ils ont fait un sondage, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le sondage, c'est « Les juifs ont-ils trop de pouvoir dans l'économie ?» Alors, je ne sais pas ce qui est le plus grave entre le sondage et les réponses. Franchement, ça m'a fait très peur. Bref, la Chine, pour moi, c'est les plus forts. C'est eux qui produisent le plus. Mais bon, en même temps, c'est normal quand on ne respecte pas, comment ça s'appelle ? Les droits de l'homme. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est pas fair play pour nous. Tu vois, nous, on est là, on doit payer des congés, des jours fériés, il y a des grèves où on veut des augmentations. Alors qu'en Chine, t'as des Ouïghours, t'en prends une poignée, en une après-midi, t'as une collection Zara. Voilà, c'est réglé. Bref, après tout ce que je viens de dire, je suis quand même hyper fier d'un truc, moi, c'est que quand les Chinois ou les Saoudiens rachètent des grandes marques européennes, ils viennent claquer leurs bénéfices ou mettre leur thune chez nous, Laetitia. Donc Chine ou pas Chine, moi je finirai cette chronique par ce qu'on a tous dit après avoir éliminé la France à l'euro, hop Suisse. Quelle belle synthèse de ce débat et des enjeux, Alexandre Kominek. Merci à toi et merci à vous tous autour de cette table. La Chine, nouveau maître du monde, ce n'est donc pas une histoire finie. En attendant qu'on boycotte ou pas, les Jeux Olympiques débutent bien vendredi à Pékin. Et nous, on vous souhaite en attendant une très belle semaine. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.